Dans cette vidéo, je vois un chapitre 2 consacré au régime des constructions. L'article L421-1 du Code de l'urbanisme pose le principe que les constructions, même ne comportant pas de fondation, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Donc je vais voir dans ce chapitre la structure du code, les hypothèses dans lesquelles il faut obtenir un permis de construire, une déclaration préalable et les travaux dispensés de permis. Donc, il faut partir du principe que quand on construit, quand c'est une nouvelle construction, le principe, c'est qu'il faut obtenir un permis de construire, même si le projet ne comporte pas de fondation. Le même article précise que d'autres travaux que des travaux de construction nouvelle peuvent être soumis à permis de construire. Un décret en Conseil d'État les déterminera. Ce sont certains travaux exécutés sur des constructions existantes. Vous modifiez une maison, parfois, il va falloir obtenir un permis de construire. Et puis ainsi que certains changements de destination de construction existante. Un bâtiment agricole est transformé en maison d'habitation, il faudra un permis de construire. Mais un décret en Conseil d'État déterminera la liste des constructions qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable, qui est une autorisation plus souple. C'est l'article 421-4 qui nous le dit. Un autre décret en Conseil d'État déterminera les constructions qui sont dispensées de toute formalité en raison de leur très faible importance, de la faible durée de leur maintien en place, du fait qu'ils nécessitent le secret, du fait que leur contrôle est assuré exclusivement par une autre autorisation. Ça, c'est l'article L421-5. Donc, vous voyez, donc le principe, c'est le permis de construire, notamment pour les constructions nouvelles. Et ensuite, des décrets en Conseil d'État, donc dans la partie réglementaire du Code, vont retrancher de cette exigence de permis de construire certaines constructions qui seront soumises à déclaration préalable et parfois qui sont soumises qui ne seront soumises à aucune autorisation, ni permis, ni déclaration préalable. Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L421-5, qui dispense, c'est l'article qui dispense certains travaux de toute formalité, peut être exceptionnellement être autorisée à titre précaire. C'est ce que dit l'article L433-1. Le Conseil d'État jugeait que cette disposition ne heurtait aucun principe constitutionnel, justifiant qu'il pose une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. C'est un arrêt du Conseil d'État du 18 février 2015, numéro 385 959, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, le juge était saisi d'un recours présenté par une association qui contestait la décision du maire de Paris autorisant l'installation d'un cirque dans un square. Donc, le principe, c'est que la construction est soumise à permis de construire. Il faut donc regarder ensuite si elle entre dans les cas soumis à déclaration préalable ou dispensée de permis. Si le pétitionnaire dépose une déclaration préalable alors que les travaux sont soumis à permis de construire, le maire doit s'opposer aux travaux et dire, représentez votre demande, mais sous forme d'un permis de construire avec une procédure qui est plus lourde. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 11 mars 2022, numéro 20 VE 011 65. Donc, dans une section 1, je vois le champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable. Alors, tout d'abord, paragraphe 1er, les constructions nouvelles. Donc, je reprends la présentation du code qui nous dit les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire, mais il y a des exceptions qui seront dans la partie réglementaire. Et puis, il y a je verrai dans le paragraphe suivant, les travaux sur des constructions existantes. Alors, paragraphe 1er, donc les constructions nouvelles. Section 1, champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable. Paragraphe 1er, les constructions nouvelles. Le Code de l'urbanisme, dans sa partie réglementaire, c'est l'article R421-1, confirme que les constructions nouvelles doivent faire l'objet d'un permis de construire. Mais certaines de ces constructions nouvelles sont dispensées de toute formalité, pas besoin d'un permis, pas besoin de déposer une déclaration préalable, et certaines autres constructions sont soumises à déclaration préalable. Donc, grand A,
constructions nouvelles dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur faible importance. Puis dans le grand B, je verrai les travaux sur des constructions nouvelles soumis à déclaration préalable. Tout le reste, que je ne vois pas, est soumis, encore une fois, au permis de construire, puisque la partie réglementaire donc retranche. Le permis de construire est exigé, mais il y a des travaux qui échappent à toute formalité et d'autres qui sont soumis à simple déclaration préalable. Donc, les travaux dispensés de formalité. Il y a une liste, je vous donne quelques exemples, hein, je ne vais pas être exhaustif, mais par exemple, sont dispensées de toute formalité les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants. Donc, c'est additionnel. Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres. Donc, la construction ne fait pas plus de 12 mètres de haut. Deuxième élément, une emprise au sol inférieure ou égale à 5 mètres carrés. Je vous rappelle que l'emprise au sol, j'en avais parlé lorsque j'ai vu la taxe d'aménagement, est la projection verticale du volume de la construction, tous des bords et surplomb inclus. Toutefois, les ornements tels que les marquises sont exclus. Marquise, c'est ce qui est parfois devant une porte d'entrée d'une maison, ainsi que les débords de toiture, lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. C'est l'article R421-1 du Code de l'urbanisme qui donne cette définition. Et puis, troisième élément, pour que la construction soit dispensée de toute formalité, donc une hauteur qui n'est pas supérieure à 12 mètres, une emprise au sol inférieure à 5 mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à 5 mètres carrés. La surface de plancher et l'emprise au sol sont des notions différentes, puisque si une maison fait plusieurs étages, la surface de plancher comporte les surfaces des différents étages, alors que l'emprise au sol est la structure de la maison, la projection verticale du volume de la construction. À noter que le PLU peut comporter des dispositions différentes pour déterminer l'emprise au sol. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 2 avril 2020, numéro 18 DA 0100030. Dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel juge que si la notion d'emprise au sol s'entend en principe comme la projection verticale, etc., définie à l'article R420-1 du Code de l'urbanisme, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le règlement annexé au PLU ou le glossaire qui est annexé comporte des prescriptions particulières, précisant la portée de cette notion. C'était dans cette affaire le PLU de Rouen qui comporte un glossaire qui redéfinissait la notion d'emprise au sol. Alors, quelques exemples, une piscine non couverte doit être comprise dans l'emprise au sol. Le maire d'Ars-Dricourt, dans les Yvelines, s'est opposé à une déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait construire une piscine. Le maire a estimé que le projet ne respectait pas le POS parce que le POS indiquait que l'emprise au sol des constructions ne peut pas dépasser 10% de la surface du terrain. Alors que le propriétaire dit « Ah bah oui, mais là je construis une piscine, ça ne doit pas être compris dans l'emprise au sol. » Eh bien, la Cour administrative d'appel, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 mars 2021, numéro 19 VE 04 040. La Cour administrative d'appel juge que la piscine semi-enterrée de 24 mètres carrés doit être comprise dans l'emprise au sol dès lors que le POS ne prévoyait pas d'exception applicable aux piscines construites. Donc ça veut dire que le POS ou le PLU aurait pu prévoir une exception. Autre projet donc dispensé de formalité, les habitations légères et de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R111-38, c'est-à-dire des emplacements qui sont faits pour ça, camping, village de vacances. Donc, quand le mobil-home, l'habitation légère de loisirs, a une surface de plancher inférieure ou égale à 35 mètres carrés, elle n'est pas soumise à permis de construire ou à déclaration, dispensée de formalité. Sont dispensées également les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 mètres carrés, une grande baignoire. Sont également dispensées de formalité les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 mètres. Donc, si vous construisez un mur
qui ne fait pas plus de 2 mètres de hauteur, c'est dispensé de formalité, sauf s'il constitue des clôtures régies par un article particulier, l'article R421-12. Donc, j'en viens aux clôtures. Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole, sont dispensées de formalité. Donc, en vertu de cet article R421-12, les clôtures peuvent être soumises à formalité. En effet, l'édification d'une clôture doit être est subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable de travaux lorsqu'elle est comprise dans cette clôture est comprise dans un espace protégé au titre du Code du patrimoine, par exemple un site patrimonial remarquable, site inscrit, site classé, et également la clôture sera soumise à déclaration si le conseil municipal compétent en matière, ou le PCI compétent en matière de PLU, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Donc il faut vérifier que dans la commune en cause, la commune n'a pas soumise à déclaration l'édification d'une clôture. Sont dispensés également de formalités le mobilier urbain, les abribus, les panneaux d'information, les caveaux et monuments funéraires dans les cimetières. On est bien en présence d'une construction, mais dispensée de formalités au titre du droit de l'urbanisme, du code d'urbanisme. Les terrasses de plein pied, les plateformes nécessaires à l'activité agricole, les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin est inférieur à 100 mètres carrés, est inférieur, pardon, ou égal à 10 mètres carrés, pardon. En principe, sont dispensés également de formalités, mais je verrai qu'il y a des exceptions, les travaux de ravalement d'une maison, d'une façade. Il y a des travaux qui sont dispensés de formalités en raison de leur nature. Par exemple, alors la liste est donnée par le code, hein, c'est les articles R421-3 et 4. Les murs de soutènement d'un terrain ou d'une voie, sont également dispensés de toute formalité, au titre du code en tout cas, de l'urbanisme, les canalisations, lignes ou câbles lorsqu'ils sont souterrains. Sont dispensés de formalité en raison de leur caractère temporaire certains travaux. C'est ainsi que si la construction ne dure pas plus de 3 mois, elle est dispensée de toute formalité. Mais cette durée de 3 mois est allongée, elle est portée à 1 an s'il s'agit de constructions nécessaires au relogement d'urgence de personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle. Donc, des personnes sont chassées de chez eux parce qu'il y a une catastrophe naturelle, on construit du provisoire, eh bien ce provisoire peut durer 1 an, on peut construire pour une durée d'1 an, le temps de reloger les gens, dans ces habitations provisoires. Une année scolaire, en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires. Vous voyez, il y a un collège, un lycée, les locaux sont insuffisants, on construit des algécos pour accueillir les enfants supplémentaires, eh bien, il n'est pas nécessaire d'obtenir une formalité si cette construction ne dure que le temps d'une année scolaire. Si c'est plus, il va falloir trouver une solution et se soumettre aux règles de l'urbanisme. La durée de chantier. Pas besoin de demander de déposer une déclaration ou un permis de construire lorsque, à l'occasion d'un chantier, on construit une construction temporaire, donc destinée à la conduite des travaux ou liée à la commercialisation. Vous voyez, quand il y a un projet immobilier, il y a un bâtiment qui permet d'accueillir les clients potentiels. C'est dispensé de formalité le temps de la durée du chantier. De la même façon, quand il y a un chantier d'importance, l'entreprise réalise une construction pour abriter les ingénieurs, le personnel qui reste là toute la journée. Ça, c'est une construction qui est dispensée de formalité le temps de réalisation du projet. Ou la durée de la manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'1 an, en ce qui concerne les constructions, installations nécessaires liées à cette manifestation. Donc, en principe, c'est 3 mois sans formalité, mais je viens de voir qu'il y a quelques cas où cette durée de 3 mois est allongée. Il y a des constructions qui sont dispensées de formalité en raison de la règle du secret. Par exemple, sont dispensées de formalité
les constructions couvertes par le secret de la défense nationale. Construire l'abri nucléaire ou les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires, des grands camps. Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, des prisons. C'est l'article R421-8. Maintenant, je vois dans le grand B les constructions nouvelles subordonnées à déclaration préalable. J'ai vu dans le grand A les constructions nouvelles dispensées de formalité. Maintenant, je vois les constructions nouvelles subordonnées à déclaration préalable. Alors là encore, hein, c'est une énumération, je vais vous donner quelques exemples, je ne prétends pas être exhaustif, vous irez lire les articles, mais en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, ça c'est le code du patrimoine essentiellement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable. Tout d'abord, les constructions dont l'emprise au sol, soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 mètres carrés, oui, puisque en dessous, on a vu que c'est dispensé de formalité, et répondant aux critères cumulatifs suivants. Une hauteur au sol inférieure ou égale à 12 mètres, une emprise au sol inférieure ou égale, et une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Donc, quand on construit quelque chose qui fait plus de 5 mètres, mais moins de 20 mètres carrés, il faut déposer une déclaration préalable. Déclaration préalable également pour les habitations légères de loisirs installées dans les emplacements dédiés visés à l'article R111-38 que j'ai vu tout à l'heure, centre de vacances, centre de loisirs, camping, dont la surface de plancher est supérieure à 35 mètres carrés. Quand le bungalow fait moins de 35 mètres carrés, je l'ai vu, il est dispensé de formalité. Quand il fait plus de 35 mètres, il est soumis à déclaration préalable. Sont soumis à déclaration préalable les murs dont la hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres. Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés et qui ne sont pas couvertes. Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 mètres carrés, puisque j'ai vu que quand c'est en dessous de 10 mètres carrés, c'est dispensé de formalité, et inférieure à 100 mètres carrés. Les ouvrages d'infrastructure sont en principe dispensés de toute formalité. Je l'ai vu c'était dans le paragraphe précédent, je ne sais pas si j'ai donné cet exemple, mais c'est dispensé de formalité. Mais cela ne vaut pas, c'est un peu logique, hein, lorsqu'ils sont construits dans un espace, dans un secteur sauvegardé au titre du Code du patrimoine, article R421-10. Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable. Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants, une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres, c'est toujours pareil, et une emprise au sol et une surface de plancher inférieure à 20 mètres carrés. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, hein, à propos des clôtures, elles doivent être précédées d'une déclaration préalable, l'édification d'une clôture située dans un secteur protégé, ou si le PLU, la commune compétente en matière de PLU ou le PCI, a décidé de soumettre à déclaration l'édification des clôtures. Paragraphe 2 maintenant, je vois les travaux portant sur des constructions existantes. J'ai vu dans le paragraphe premier les travaux portant sur des constructions nouvelles. Donc, le principe est que les travaux portant sur des constructions existantes sont dispensés de permis, article R421-13, mais le même article prévoit des exceptions. Certains travaux portant sur des constructions existantes sont soumis à permis de construire, d'autres à déclaration préalable. Alors, premier point, le juge peut être amené à se demander si une construction est nouvelle ou existante.
parce que les règles ne sont pas les mêmes. S'il s'agit d'une construction nouvelle, en principe, il faut un permis de construire. S'il s'agit de travaux portant sur une construction existante, en principe, il ne faut pas de permis. C'est une exception. Et donc, le problème se pose souvent pour les ruines. Si la construction qui existe est une ruine, ce n'est pas une construction existante. Si on veut faire des travaux sur elle, c'est une construction nouvelle. Donc, le juge doit se demander, est-ce que ce qui reste peut être qualifié de construction existante ou il ne reste pas suffisamment, et alors c'est une ruine, les travaux portent sur une construction nouvelle. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 mars 2022, numéro 20 BX 00994. Donc, dans cette affaire, le maire d'une commune des Pyrénées-Atlantiques, Zetz Maubec, s'est opposé à une déclaration préalable en vue de la pose de menuiseries et de la reconstruction de pignons et de toitures d'une grange. Le maire a considéré que c'est un permis qui était nécessaire parce que le projet, il s'agit de créer une surface supérieure à 20 mètres carrés, article R421-14, et la Cour administrative lui donne raison parce que le projet consiste, à partir des seuls murs de façade existants d'une ancienne grange, à reconstruire des murs de pignons et à réaliser une toiture pour créer une surface de plancher de 35 mètres carrés. Or, l'un des murs est partiellement détruit et donc la grange est dépourvue pour l'instant de toiture et de charpente. Elle est donc à l'état de ruine. C'est une construction nouvelle qu'il faut réaliser et un permis est nécessaire. Ça rentre dans les hypothèses. En principe, quand on construit une construction nouvelle, il faut un permis et construire 35 mètres carrés n'est pas dispensé de permis selon les règles que j'ai vues auparavant. Le problème se pose également pour les extensions d'une construction existante. Donc, il y a une construction et la personne veut l'agrandir. Il y a eu une évolution de la jurisprudence. La jurisprudence maintenant est fixée par un arrêt du Conseil d'État récent du 9 novembre 2023, numéro 469 300, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, le maire de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, a délivré un permis de construire autorisant l'extension d'une maison après démolition partielle. Et donc, la maison existante fait 63 mètres carrés. Après les travaux, elle fera 329 mètres carrés. Donc, le voisin attaque le permis et considère que, par son ampleur, la superficie de la maison est multipliée par 5. Il ne s'agit pas d'une extension, mais d'une construction nouvelle. Et donc, l'affaire posait le problème juridique suivant. Y a-t-il une limite à l'extension d'une maison existante? Et c'était très important dans cette affaire parce que le règlement du PLU de Meudon fixait des règles relatives à l'implantation des constructions qui ne s'appliquaient pas à un bâtiment existant avant 1980. En revanche, s'il s'agit d'une construction nouvelle, eh bien, les règles relatives à l'implantation s'appliquent à la construction en cause. La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2022, numéro 20 VE 02243, avait considéré qu'on doit qualifier d'extension une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante, dont elle constitue le prolongement. Ça, c'est le premier élément de la définition de l'extension. Il faut qu'il y ait un lien physique et fonctionnel. Ça la différencie d'une annexe. Une annexe d'une maison, elle va être construite à côté. L'extension est dans le prolongement de la maison et a un lien fonctionnel avec elle. On peut supposer que si il y a une maison d'habitation, l'extension est également affectée à l'habitation. Et la Cour administrative d'appel de Versailles avait jugé que dès lors que l'extension répond à cette définition, il s'agit d'une extension, et puisque le PLU n'a pas posé de limite à l'extension, eh bien, l'extension est possible, toute extension est possible, même si elle dépasse la superficie de la maison existante. Le Conseil d'État a été saisi de l'affaire en cassation, et à cette occasion, il donne une définition plus restrictive de la notion d'extension.
Il maintient bien sûr la définition, hein. Une extension, c'est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnel avec la construction existante. Ça ne bouge pas. En revanche, il juge que, sauf disposition contraire du PLU, une extension doit avoir des dimensions inférieures à la construction existante. Si la maison, comme ici, fait 63 mètres carrés, l'extension ne peut pas dépasser 63 mètres carrés. Sinon, bah, c'est une construction nouvelle, c'est plus une extension. Cela étant, donc, le Conseil d'État estime que le règlement du PLU pourrait poser une règle contraire et admettre des extensions ayant une dimension supérieure. Donc, vous voyez, la Cour administrative d'appel avait dit, si le PLU ne dit rien, l'extension est possible, même si elle dépasse en dimension la superficie de la maison initiale. Le Conseil d'État lui dit, l'extension ne doit pas dépasser la superficie initiale, sauf si le PLU le permet. Alors maintenant, bon, je précise, donc grand A, travaux portant sur des constructions existantes soumis à permis. Donc le principe, je vous rappelle, hein, c'est que pour les constructions existantes, pas d'obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme, mais il y a des exceptions nombreuses. Parfois, le code prévoit l'exigence d'un permis, c'est ce que je vois dans le grand A. Parfois, il exige une déclaration, c'est ce que je vois dans le grand B. Donc sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes. Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous voulez construire une véranda. Si la véranda fait 19 mètres carrés, elle n'est pas soumise à permis de construire. Si elle fait plus de 20 mètres carrés, elle est soumise à permis. Dans les zones urbaines d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 40 mètres carrés. Donc, vous voyez, il y a un assouplissement à ce que je viens de dire. Le permis de construire ne sera exigé si la commune est couverte par un PLU et que le terrain est en zone urbaine. Le permis n'est exigé que pour les constructions sur une construction existante, les travaux sur une construction existante ont pour effet d'augmenter la surface de 40 mètres carrés. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 mètres carrés et d'au plus 40 mètres carrés, lorsque la réalisation de ces travaux aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R431-2. Donc, il faut se reporter à cet article pour voir quels sont les seuils. Sont soumis également à permis les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque, donc c'est la deuxième condition, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations que j'ai vues plus haut. J'ai vu qu'il y a 5 destinations prévues dans le code de l'urbanisme. Donc, vous avez un bâtiment agricole, vous ouvrez des fenêtres pour en faire une maison d'habitation, bah, vous modifiez l'aspect extérieur, la façade du bâtiment pour changer la destination, il faudra un permis de construire. Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière que je verrai, que j'ai vu dans une vidéo précédente. Les articles R421-15 et 16 du Code de l'urbanisme soumettent également à permis de construire les travaux portant sur des constructions existantes dès lors que les constructions se situent dans un secteur protégé. Alors, c'est l'article article R421-15. Dans les secteurs sauvegardés, dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux de réparation ou d'entretien ordinaires, les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles, lorsqu'ils ont pour effet ou pour objet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants. Tous les travaux portant, c'est l'article R421-16, sont soumis à permis. Les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien
ou de réparation ordinaire. Alors, il faut distinguer l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et le classement au titre des monuments historiques. C'est une distinction qui est faite dans le Code du patrimoine. Si le bâtiment est inscrit seulement, les travaux portant sur le bâtiment sont soumis à déclaration. Si le bâtiment est classé au titre des monuments historiques, les travaux portant sur ce bâtiment existant sont soumis à un régime d'autorisation. Vous voyez, article R621-60 du Code du patrimoine, lorsque l'immeuble est inscrit, tous les travaux autres que ceux d'entretien ou de réparation ordinaire doivent être déclarés 4 mois au moins avant la date de leur réalisation. Cette déclaration est notifiée en 2 exemplaires au service déconcentré de l'État chargé de l'architecture et du patrimoine, qui va contrôler qu'il n'y a pas atteinte au bâtiment inscrit, et le dossier est transmis au préfet de région. L'État assure un contrôle sur les travaux réalisés, puisque c'est un immeuble qu'on veut protéger, qui a un intérêt patrimonial, mais le propriétaire garde le choix de l'architecte pour mener les travaux. Si l'immeuble est classé au titre des monuments historiques, et non pas seulement inscrit, il ne peut être détruit, déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans autorisation de l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet de région avec avis de l'architecte des bâtiments de France. Et là, cette fois, les travaux ne peuvent pas être confiés à n'importe quel architecte. Ces règles sont fixées aux articles R621-26 et suivants du Code du patrimoine. C'est l'article L621-1 du Code du patrimoine qui fixe les motifs qui peuvent conduire à un classement. Cela vise les immeubles dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art, c'est alternatif, un intérêt public. Un immeuble inscrit présente des qualités moindres. Cela vise les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Article L621-25. Donc, l'intérêt pour l'histoire ou l'art est alternatif. Le Conseil d'État exerce un contrôle normal sur ce classement. Exemple, Conseil d'État, 30 juillet 1997, numéro 145 494. L'intérêt historique s'apprécie à l'origine de l'immeuble et non pas de son classement. Vous voyez, c'est un arrêt du Conseil d'État du 5 octobre 2018. Dans cette affaire, c'est un immeuble qui est situé place Vendôme, qui a été classé en 1862. Son propriétaire voulait que l'intérêt du classement, et donc savoir quels sont les travaux qui portent atteinte à cet intérêt, s'apprécie par rapport à l'état de l'immeuble à cette date, en 1862. Le Conseil d'État rejette cet argument et indique que l'intérêt à protéger s'apprécie sur les plans de l'immeuble qui datent du XVIIe siècle, 2 siècles plus tôt. Donc, c'est plus protecteur. Quand la personne voulait donc faire des travaux sur cet immeuble, travaux il y avait des clôtures, enfin, allez voir l'arrêt. La décision de classement est prise par arrêté du ministre de la Culture ou par un décret en Conseil d'État si le propriétaire ne consent pas à ce classement. Alors, vous voyez, donc les travaux portant sur un immeuble classé sont soumis à autorisation, mais également les travaux au sein d'un site protégé ou aux abords d'un monument historique. C'est l'article L621-30 du Code du patrimoine qui le dit. Les immeubles ou ensemble d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. Donc, il y a eu un assouplissement qui a été introduit par la loi Elan. Il est possible, parce que c'est une règle redoutable, hein,
si vous êtes propriétaire d'un immeuble donc, qui est situé aux abords d'un monument historique, quand vous allez vouloir faire des travaux, votre immeuble n'est pas classé, mais il est aux abords, il va falloir obtenir une autorisation. Et les architectes des bâtiments de France sont parfois tatillons, en tout cas, ils sont perçus comme tels. Et donc, la loi Elan a permis de délimiter l'espace protégé sous le contrôle du juge. Parce que dans une commune où l'église est protégée, c'est un petit village, tout le village va être aux abords, vous comprenez? Et tous les habitants, quand ils vont vouloir faire des travaux, vont devoir obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Donc, il est possible de restreindre sous le contrôle du juge cette protection, si elle n'apparaît pas nécessaire. Mais s'il n'y a pas de périmètre délimité, eh bien, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble bâti ou non bâti, visible du monument historique, ou visible en même temps que lui, c'est la notion de covisibilité, est situé à moins de 500 mètres de celui-ci. Donc si votre immeuble est visible à partir du monument historique et est situé dans le périmètre de 500 mètres, il faut une autorisation pour entreprendre des travaux. Ou même si votre immeuble est visible en même temps que l'immeuble protégé. C'est la notion de covisibilité. Et donc, dans cette hypothèse, quand il faut faire des travaux, il faut obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, qui va vous demander de respecter les caractéristiques permettant de protéger les abords du monument historique. Vous n'allez pas pouvoir poser n'importe quel volet, n'importe quelle couleur à votre façade, etc., etc. Alors, ces notions font l'objet de jurisprudence régulière. Une précision d'abord qu'une fois qu'un immeuble a été classé, il est rare qu'il fasse l'objet d'un déclassement. L'intérêt du patrimoine n'a pas raison d'évoluer de manière négative. Ce qui justifiait qu'un immeuble soit protégé, il n'y a pas de raison que ça change. Il y a quand même un exemple, nous dit le ministre dans une réponse ministérielle. Le ministre de la Culture répond que c'est rarissime, mais c'est effectivement un déclassement. Mais il donne un exemple. Il y a un immeuble qui était classé en Haute-Loire, c'est la maison Girard, un boulevard de la Sablière à Bas-en-Basset. Et elle avait été classée en 2010 afin de permettre la conservation dans son cadre d'origine d'un très rare exemplaire de papier peint panoramique des années 1800-1810, maintenu dans un état exceptionnel de préservation. Donc c'est une maison donc, qui a été classée pour protéger le papier peint. Mais le délabrement de la maison et le don par les propriétaires de cet ensemble de papier peint à la commune, avec l'engagement de celle-ci de faire déposer ces papiers peints et de les restaurer, ont conduit au déclassement de l'immeuble. Donc voilà un cas exceptionnel dans lequel il y a eu, après classement, déclassement d'un immeuble protégé. Alors, ce qui est important dans cette notion qui pose souvent des problèmes dans l'application de cette protection, c'est la notion de covisibilité. Les travaux seront soumis à autorisation, travaux sur un immeuble, si l'immeuble en cause est visible en même temps que le monument protégé. Il faudra alors l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour faire les travaux. Et la covisibilité entraîne soumission donc, à autorisation, dès lors que même si cette covisibilité est possible d'un lieu accessible au public et qui se situe à plus de 500 mètres, qui est l'espace notamment protégé. À partir d'un point, j'arrive à voir à la fois les travaux et l'immeuble, et bien dans ce cas-là, les travaux portant sur l'immeuble non protégé seront soumis à autorisation. Exemple, Conseil d'État 5 juin 2020, numéro 431 994, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, le maire de Pau a délivré un permis de construire qu'une association attaque. Elle en demande également la suspension. Et l'association soutient que le projet est covisible, projet de construction, hein, c'est un propriétaire qui veut faire des travaux, est covisible avec l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour,
qui est classé au titre des monuments historiques. L'association dit, on peut voir en même temps l'immeuble qui fait l'objet de travaux et l'église à partir d'un point de la promenade des Sables d'Or, qui est accessible au public. Parce que la convivialité s'applique à partir d'un point accessible au public. Alors le Conseil d'État dit, effectivement, la covisibilité peut être appréciée à partir de cette promenade, même si la promenade, elle, est à 500 mètres de l'immeuble protégé, mais il faut que la covisibilité soit possible à l'œil nu. Ce n'était pas le cas dans cette affaire. La covisibilité n'était révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement. Donc si vous êtes sur la promenade à 500 mètres et si vous devez grossir pour voir l'immeuble protégé et l'immeuble sur lequel on envisage de faire des travaux, sur lequel un propriétaire privé veut faire des travaux, il n'y a pas covisibilité. Alors, je vous le disais, quand on fait des travaux sur un immeuble situé aux abords d'un monument historique, il faut l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, qui est souvent redoutable, hein, ça suscite des critiques, justifiées ou pas. Le maire ne pourra délivrer le permis que si l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, a autorisé le projet. Et si l'architecte des bâtiments de France refuse, eh bien, il est possible de faire un recours devant le préfet de région. La loi Elan, du fait des contraintes qui pèsent résultant de cette exigence d'avoir l'accord de l'ABF, la loi Elan de 2018 a supprimé l'avis conforme de l'ABF dans certains cas. Donc, il ne rend plus qu'un avis simple. Donc, on peut le surmonter. On peut ne pas le respecter. La loi Elan, j'en avais parlé lorsque j'ai vu la loi Littoral, a été accusée par les défenseurs du patrimoine, de l'environnement, de vouloir favoriser les constructions au détriment des intérêts protégés de l'environnement pour la loi Littoral ou des monuments historiques. Alors, c'est l'article L632-2 du Code du patrimoine qui pose le principe de l'avis conforme de l'ABF, mais la loi Elan donc, a ajouté un article L632-2-1 au Code du patrimoine dans lequel sont listées un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles il ne sera plus nécessaire d'avoir l'avis conforme de l'ABF. Par exemple, pour poser des antennes relais de téléphonie mobile. Avis simple, dans le périmètre, aux abords d'un monument historique. L'idée, c'est que d'abord, on veut déployer le réseau de téléphonie et que l'atteinte à l'environnement n'est pas considérable parce qu'on peut l'enlever. C'est assez facile à enlever cette antenne. Autre élément, autre exception à l'avis conforme, quand il s'agit de mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable. Les immeubles ne font pas l'objet de travaux, ils sont déjà dans une situation difficile. Et donc, si en plus il faut avoir l'avis de l'accord de l'ABF qui va imposer des règles très strictes, eh bien, ces immeubles ne seront jamais reconstruits. Pareil pour le même principe, pour des mesures prescrites pour des immeubles menaçant ruine, enfin soumis à la police de la sécurité, comme elle s'appelle maintenant, qui est prévue à l'article L511-2 du Code de la construction. Donc, le maire prescrit des travaux sur un immeuble qui présente un danger. Si l'immeuble est aux abords d'un monument historique, il faudra solliciter l'avis de l'ABF, mais son avis ne sera pas conforme. Parce que l'ABF risque de dire il faut utiliser tel ou tel matériau, etc. Or, quand un immeuble menace ruine, c'est que le propriétaire, souvent, n'a plus les moyens de l'entretenir. Donc, si on lui impose des contraintes supplémentaires, les travaux ne seront pas accomplis. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne peux pas être plus long sur la protection au titre du Code du patrimoine. Ça relève d'un autre cours. Donc, je vais m'en tenir là. Donc, grand B, maintenant, je vois rapidement des travaux portant sur les constructions existantes soumis à déclaration préalable. Dans le grand A, j'ai vu les travaux portant sur les constructions existantes qui sont soumis à permis de construire. Alors, les travaux visés doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire. Par exemple, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement. Par exemple, l'installation d'un
de panneaux photovoltaïques sur la toiture modifient l'aspect extérieur de la construction. Ces travaux sont donc soumis à déclaration préalable. Le changement de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations. Vous avez un bâtiment agricole que vous voulez transformer en maison, il faut une déclaration préalable. Si par ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, vous modifiez les structures porteuses et l'aspect extérieur, ce qui est probable, il faudra un permis de construire. Dans les secteurs sauvegardés, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles. En principe, le permis de construire n'est pas exigé pour des travaux portant sur l'intérieur de l'immeuble. Il y a une exception, quand ce sont des travaux donc, qui portent sur des constructions dans un secteur sauvegardé. Sont soumis également à déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l'article L151-19 ou L151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Vous voyez, pour un de ces motifs, le PLU dit il ne faut pas porter atteinte à cette partie d'un immeuble. Si vous faites des travaux, il faudra déposer une déclaration préalable. Voilà. Et certains travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. Je vous dis, normalement, les travaux de ravalement ne sont pas soumis à déclaration préalable, mais ils seront soumis à déclaration préalable lorsque l'immeuble est dans un secteur sauvegardé au titre du Code du patrimoine, par exemple les abords d'un monument historique, dans un site inscrit au titre du Code de l'environnement, dans les réserves naturelles, et dans une commune également, où le conseil municipal a voté une délibération soumettant, motivé, il faut dire pourquoi, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation. C'est l'article R421-17-1. Voilà, j'en ai terminé avec le champ d'application des autorisations d'urbanisme. La suite dans la prochaine